Je suis Nadia Mekwa-Herzberg, je suis professeure des universités depuis 2011, spécialiste de littérature contemporaine et d'études de genre. Alors le titre de ma thèse, c'était, et c'est toujours d'ailleurs, l'univers fictionnel de Rosa Montero, Histoire d'un cheminement. Elle a été soutenue en décembre 1999 à l'université de Pau et des Pays de la Dour, sous la direction du professeur Christian Manceau. Bon, alors cette thèse, est-ce qu'elle est l'aboutissement d'un parcours conventionnel avec une licence, une maîtrise, un DEA, ou est-ce que tu as des choses plus singulières à raconter? Alors écoute, au risque de se voir, j'ai un parcours traditionnel. J'ai fait les classes préparatoires, j'ai intégré l'université au niveau de la maîtrise, parce qu'à l'époque, c'était encore des maîtrises que nous faisions, c'est-à-dire que juste après les 3 années de licence, nous pouvions faire une maîtrise. Et puis ensuite, j'ai fait un DEA, un diplôme d'études approfondies. Et là, la thèse a commencé, une thèse qui a duré 4 années. Entre-temps, j'oubliais, une chose qui est importante aussi, c'est que j'ai passé les concours, le CAPES, puis l'agrégation. Donc voilà, parcours d'hispaniste, on va dire, assez traditionnel. Voilà, tu n'as pas besoin de t'excuser, tu sais, je crois qu'on en est tous là à avoir des parcours, tout ce qu'il y a de conventionnel dans notre milieu, c'est quand même de l'eau commun. Est-ce que tu peux revenir un peu en arrière justement sur ta maîtrise et ton DEA pour nous dire sur quoi portaient tes mémoires? Alors, la maîtrise, c'était porté sur deux textes de Calderón de la Barca, La Dama Duende et La hija del aire. Voilà, donc des textes qui a priori n'ont rien à voir avec ce qu'a été ensuite mon sujet de thèse et ce qui fédère toujours mes recherches. Ceci dit, il y a quand même un fil rouge que j'ai retrouvé finalement en faisant un petit peu en revenant un petit peu sur ce cursus. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui a pu m'amener de la littérature du siècle d'or jusqu'à une littérature qui, au moment de mon doctorat, était ultra contemporaine, hein, Rosa Montero. Qu'est-ce qui a pu m'amener de cet ancrage dans la littérature du siècle d'or à cette littérature contemporaine? Je crois qu'il y avait un fil rouge que j'ai fini par retrouver. Et puis je pense que j'ai tiré et que je continue de tirer. C'est bien sûr le personnage féminin au sein de ces textes. On va dire que voilà, de façon très très globale, après bien sûr il faudrait affiner, j'affinerai, mais c'est cet intérêt pour le personnage féminin qui était peu clair au tout départ, mais qui m'a amené un peu spontanément vers ces deux œuvres, donc La hija del aire et La Dama Duende. Et je crois que je pourrais ajouter aussi quand même, et il faut que je le rende honneur parce que pour moi c'est important, je pourrais ajouter aussi pour expliquer un petit peu pourquoi je suis passée par ce sujet de maîtrise et ce sujet de DEA, puis après, j'en suis arrivée à mon sujet de thèse que je viens d'évoquer. C'est qu'il y a eu aussi un texte en particulier qui m'avait fortement impressionnée lors de mes toutes premières années dans l'enseignement supérieur. C'est le texte de Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna, donc on est toujours dans cette littérature du siècle d'or, et le discours, et un personnage, là encore, Laurentia, et le discours que fait Laurentia quand elle s'adresse aux villageois, quand elle les harangue en quelque sorte pour les inciter à la rébellion contre le Seigneur qui n'accomplit pas ses devoirs, et que notre Laurentia fait usage de la parole,
mais fait également usage de son corps, qu'elle montre à l'assistance, elle montre ce corps violenté, violé, hein, de toute façon, très, très clairement par le Seigneur. Et c'est un texte qui m'avait fortement interpellée. Et là, je me dis qu'entre tous ces personnages féminins, il y a un petit peu ce lien qui m'a amené au texte de Rosa Montero et qui se polarise sur ces personnages féminins qui exercent un certain pouvoir. Et ça m'a paru véritablement très, très important. Alors du coup, pourquoi as-tu renoncé à cette étude croisée entre le siècle d'or et la littérature ultra-contemporaine? Et pourquoi précisément Rosa Montero? Alors, pourquoi? Parce que faire une thèse, c'est déjà choisir. Donc, il faut choisir un sujet. Je voyais mal à l'époque, peut-être par inexpérience, je voyais mal comment je pouvais rester sur ces deux domaines de la littérature. Donc, ça m'a paru véritablement difficile. Et puis, je crois aussi que la lecture, alors d'une œuvre déjà de Rosa Montero, qui était Crónica del Desamor, m'a passionnée, tout simplement. Et puis, je me suis dit que ça allait être intéressant de travailler sur une littérature qui, à l'époque encore, et peut-être de nos jours encore, n'était pas canonique, n'était pas reconnue. Alors, il y avait peut-être une petite marque de défi de ma part, hein, de me dire, je vais passer à autre chose. Je vais m'exposer à d'autres enjeux parce que ce sont d'autres textes, d'autres façons de les approcher. Je vais sortir de ma zone de confort. Alors, une zone de confort toute relative, hein, parce que les textes du siècle d'or sont des textes très souvent difficiles, mais je m'étais habituée, il faut dire, à ce type de texte. Et donc, je vais me confronter à ce défi d'étudier des textes qui n'étaient pas encore à l'époque toujours considérés comme littéraires. C'était ça. Parce que Rosa Montero était journaliste et parce que Rosa Montero était aussi, on peut le dire, et elle est toujours romancière à succès. Voilà. On lisait ses livres dans les gares, on lisait ses livres, on voyait ses livres. Bon. Et c'était toujours couvert d'une certaine suspicion. Alors, j'ai bifurqué clairement vers le contemporain et je crois que j'étais, mue par une espèce d'intuition. Là encore, je crois que c'est aussi ça une thèse. Hein. Je disais que c'était un choix, mais c'est aussi écouter un petit peu ses intuitions. Et cette intuition était qu'il y avait une espèce de lien entre ces personnages féminins, cette construction du féminin dans et par le texte, et la littérature, on va dire, non canonique. Voilà, je sentais qu'il y avait quelque chose et je sentais que j'avais tout intérêt à m'orienter vers de la littérature contemporaine et donc vers les textes de Rosa Montero. Du coup, j'ai beaucoup de questions à te poser sur Rosa Montero, sur le corpus. Alors, première chose, moi qui travaille sur un auteur populaire, et García Márquez, on fait souvent, enfin, parfois reproche en disant, mais enfin, tu peux travailler sur des auteurs plus complexes, etc. Alors, ça me fait rire doucement. Donc, toi, est-ce que tu fais partie de ces gens qui ont besoin de défendre ton auteur populaire, ou est-ce que tu te contentes de dire, c'est de la littérature, point, sans hiérarchisation, sans catégorisation? Alors ça, c'est ma première question. Je te laisse y répondre et puis je te poserai les autres après sur le corpus notamment. Comment dire, je pense que justement la décision de travailler dans le cadre d'un doctorat sur Rosa Montero était déjà, émanait déjà d'une volonté de la défendre en tant qu'autrice. Même si à l'époque, je n'utilisais pas ce terme encore, je n'osais pas le faire. Déjà, j'allais dans un domaine qui était un petit peu périphérique. Alors,
en plus, utiliser le terme d'auteureux ou d'autrice était totalement impensable, d'accord. Comment dire, alors une fois que j'avais franchi le pas de la recherche sur ces textes, de l'écriture sur ces textes, une fois que j'avais franchi ce pas, je n'ai jamais été sur la défensive en fait. J'étais toujours prête à partager ce que je savais, prête à écouter aussi ce que les autres pouvaient me dire de ces textes, parce que, comment dire, à partir du moment donc, où j'avais commis ce texte et où j'avais entamé ce travail, pour moi, il valait en guise de preuve, en fait. Voilà, c'était exactement ce principe-là. Et donc, à partir de là, j'ai beaucoup partagé autour des textes de Rosa Montero. J'ai beaucoup appris d'autres collègues qui travaillaient dessus, mais je n'ai pas été véritablement dans une attitude défensive ou voire offensive par rapport à ces textes-là, en fait. Et alors, je me doute de ce que tu vas me répondre, mais je voudrais voir comment tu le formules. Qu'est-ce que c'est pour toi de la littérature non canonique? Alors, la littérature non canonique, c'est comment dire. Là, c'est une question difficile que tu me poses, mais je dirais que c'est une littérature qui, dans les institutions culturelles, entendue au sens véritablement, au très large du terme, hein, c'est-à-dire tout ce qui est, bon, alors bien sûr, les institutions culturelles telles que toutes ces structures qui donnent des prix, toutes les structures qui, comment dire, permettent l'enseignement de la littérature, etc., etc. Donc, dans ces institutions, ce sont des textes qui ne font pas véritablement référence, en fait. Voilà, ce ne sont pas des points de référence. Et je pense notamment à l'institution dans laquelle nous évoluons, l'institution universitaire. Eh bien, Rosa Montero n'était pas un texte de référence. Voilà, à tout le mieux, c'était un texte qui était étudié un petit peu dans les lycées, hein, et encore la veine journalistique de Rosa Montero, mais pas véritablement les textes que j'avais choisi d'étudier. Alors, bien évidemment, les choses ont beaucoup évolué hein, de ce point de vue-là, et je crois que actuellement, hein, c'est-à-dire là en 2021, on n'est plus du tout dans ce style de discussion et de questionnement, même si je serais quand même curieuse de voir si Rosa Montero ou d'autres auteurs de cette veine-là sont très présents hein, dans les programmes d'études hein, de nos étudiantes et étudiants. Alors, pour celles et ceux qui ne connaîtraient que la journaliste, est-ce que tu peux nous parler un peu du corpus de ta thèse sur quelle en est son extension, ça parle de quoi, ça décrit quoi, et après on parlera à proprement parler de ton sujet, mais je voudrais vraiment un passage par la description du corpus. Alors, le corpus, je l'ai constitué de façon très très simple. Je te donne les titres déjà. Donc, il y avait bon, le roman qui a, comment dire, incité, qui m'a mis le pied à l'étrier de mon travail de thèse, c'était Crónica del Desamor. Crónica del Desamor, qui est l'histoire d'une jeune femme, journaliste à ses heures, quand elle le peut, qui vit en pleine période de la transition, au tout début de la transition, d'accord, et qui fait l'expérience de ce qu'on appelait à l'époque l'amour libre, hein, en quelque sorte. Donc elle est volage et elle décrit ses expériences amoureuses de façon souvent très très ironique. Bon, je ne vais pas plus loin.
Alors ensuite, il y avait la Función Delta. La Función Delta, on est toujours dans cette période de l'Espagne de la transition, donc une période qui était contemporaine à l'écriture du texte. Et là, on a deux voix qui échangent. Celle de la narratrice malade à l'hôpital, qui est en phase terminale de cancer. Et puis, une autre voix, celle de cette même narratrice, jeune femme, en train de s'initier aux expériences de la vie. Donc, on a deux modalités d'écriture. On a à la fois un journal, la narratrice malade, et puis une narration de type biographique. Voilà, je raconte ce qu'a été ma jeunesse. Ensuite, le troisième texte que j'avais choisi, c'est un texte d'une veine tout à fait différente. Un texte qui clairement est inscrit dans ce qui était catégorisé à l'époque la littérature fantastique. Il s'agit donc du texte de Temblor, où on est dans une société matriarcale. De science-fiction, bien que ça ne soit pas très clair. Est-ce qu'on serait plutôt dans une société d'avant? On ne sait pas trop. Ou, comment dire, les femmes n'enfantent plus. Donc c'est une société qui est en perdition, qui perd ses valeurs, qui perd sa raison d'être, et que une narratrice héroïne, en quelque sorte, est en train d'essayer de maintenir à flot ou de ressusciter. Et la dernière œuvre, c'est Bella y Oscura. Bella y Oscura, c'est également un texte à la fois intimiste et clairement fictionnel. Donc il n'y a pas cette inscription que l'on pouvait trouver dans les deux premiers textes notamment, et qui est tournée vers la parole de l'enfant, d'une enfant. Là aussi, une espèce de roman de formation, en quelque sorte, d'un itinéraire de cette petite fille qui fait l'expérience d'une ville imprécise. C'est pour ça qu'on n'est pas clairement inscrit dans une réalité clairement identifiable, telle que Crónica, par exemple, qui clairement se passait au sein de Madrid, ou même la Función Delta. Voilà, ça c'était un petit peu le corpus de textes sur lesquels je me suis arrêtée, et qui était volontairement un corpus finalement paradoxal, puisqu'on a d'un côté des textes clairement inscrits clairement réalistes, si on veut, et puis deux autres de veine fantastique. Et alors, qu'est-ce que tu as voulu démontrer dans cette thèse? Alors, ce que j'ai voulu démontrer, on va dire qu'il y avait deux grands mouvements dans ma thèse. Alors, bien sûr, il y avait quatre grandes parties. En fait, 4 grandes parties. Mais moi, je dirais aussi qu'en fait, ces 4 grandes parties étaient animées elles-mêmes de deux grands mouvements qui ont un petit peu, qui ont permis un petit peu de mettre cette thèse en place. Le premier mouvement, c'est que j'ai travaillé en fait sur cette scission entre ce corpus scindé entre deux grandes catégories de textes. Une scission que j'ai accréditée en quelque sorte au travers d'une approche analytique assez traditionnelle, avec des outils narratologiques que j'avais largement éprouvés. Et on va dire que l'objectif de ce premier mouvement, c'était en quelque sorte de démontrer, et j'avais véritablement la volonté de le démontrer de façon très, très appuyée,
c'est peut-être en ce sens que quand tu me disais est-ce que tu as ressenti le besoin de défendre Rosa Montero, oui, je pense que oui, au travers de cette approche très traditionnelle, je crois qu'il y avait la volonté de la défendre et de montrer que oui, c'était un texte littéraire qu'on pouvait analyser exactement de la même façon que j'avais analysé au cours de mes études les grands textes canoniques. Hein. Donc, une approche voilà, traditionnelle au travers des outils narratologiques que l'on connaissait, que l'on pratiquait à l'époque, que l'on connaît toujours et que l'on pratique toujours dans le domaine universitaire. L'objectif, donc, étant de montrer que, oui, chaque texte était une œuvre littéraire, canonique, si tu veux, qui était absolument homogène, autonome. En quelque sorte, c'était un texte qui tenait tout seul et qui, par la même occasion, nous tenait aussi. Hein, parce qu'effectivement, les textes de Rosa Montero, en tous les cas, moi, l'expérience que j'ai de ces textes, c'est qu'ils nous tiennent en haleine. On a envie de les lire, on a envie de savoir ce qui se passe, toujours. J'ai beaucoup aimé ça aussi, de retrouver ce « je voudrais savoir ce qui se passe après », même lorsqu'on les relit. Et puis, alors, le deuxième mouvement, c'est que cette scission, je l'ai dépassée en quelque sorte, pas véritablement annulée, mais je l'ai dépassée au travers de la mise en lumière, en quelque sorte, de l'œuvre comme, enfin, de ce corpus comme totalité dynamique. Une totalité qui dessinait, selon moi, une espèce de trajectoire vitale, ce que j'appelais une trajectoire vitale, un parcours, un cheminement en fait. Puisque, est-ce que je t'ai dit le titre de la thèse, je crois que, je ne sais pas si je te le dis, mais je le redis, l'univers fictionnel de Rosa Montero, histoire d'un cheminement. C'est pour ça que je repense à ce titre, mais c'était exactement cela. Cheminement de ce que j'ai appelé par la suite la figure de l'auteur, c'est-à-dire d'un sujet féminin qui se construit au travers de ses textes. Et en ce sens, je crois que je peux dire que cette thèse, pour moi, ça a été le début d'une grande aventure que je suis toujours en train de vivre, d'ailleurs, plus ou moins. Cette aventure, c'est la découverte que je pouvais finalement réinjecter ou injecter, en fait, l'auteur dans mes approches du texte. Et ça, je dois dire que je ne m'y attendais pas. Et ce travail doctoral m'a fait découvrir cette ouverture-là. Reparler de l'auteur, alors que j'appartiens à cette génération pour laquelle parler de l'auteur faisait partie d'une espèce d'interdit ou d'une facilité que effectivement, hein, que l'on pouvait nous reprocher. Alors, bien évidemment, cet auteur que je voyais à l'œuvre en train de cette figure, en fait, que je voyais en train de se construire au sein de ces textes, c'est pour ça que je la qualifiais de figure. C'était pas l'auteur en tant qu'instance biographique, donc ça n'avait aucune implication biographique. C'était plutôt une instance qui était chargée des affects, en quelque sorte, hein, de l'auteur, de Rosa Montero, sans pour autant se résorber dans les données biographiques de l'auteur, en fait. Et je dois dire que dans cette démarche, qui n'allait pas véritablement de soi, alors j'étais accompagnée par mon directeur de thèse, qui m'encourageait. Et puis, j'ai fait une rencontre aussi avec un texte de Julia Kristeva. Alors, je connaissais bien sûr Julia Kristeva déjà, mais j'ai fait la rencontre d'un texte qui venait d'être publié d'ailleurs au moment où je terminais ma thèse. Ça devait être aux alentours de 1998 ou 1999.
Julia Kristeva, donc, qui avait écrit un ouvrage sur Hannah Arendt. Et donc, je m'étais dit, pourquoi pas, ça va me changer un petit peu. J'aimais bien les voir un petit peu à côté. C'est important quand on travaille sur un sujet pendant plusieurs années, de se dire, bon, je vais voir à côté ce qui se passe aussi. Et donc, Hannah Arendt, c'était une figure elle-même qui m'impressionnait beaucoup. Je voulais en savoir plus. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais lire la biographie de Julia Kristeva. J'étais très surprise que Julia Kristeva écrive des biographies. Pour moi, justement, la biographie, c'était un genre peu intéressant. J'ai bien changé d'avis par la suite. Et donc, dans le préambule, Julia Kristeva revendiquait très clairement l'importance de la personne, de l'auteur, dans l'élaboration de son œuvre, voire de d'une pensée très théorique, celle d'Hannah Arendt. D'accord ? Et elle disait, et j'ai repris cette phrase, et je me plais à la citer souvent à mes étudiantes et mes étudiants. Elle disait, je me permets de la lire, d'accord ? Elle parle d'Hannah Arendt, et elle dit, ce qui la distingue pourtant n'est pas autre chose que d'avoir laissé à l'opinion que nous sommes une œuvre enracinée dans la biographie de son expérience. Et voilà, une œuvre enracinée dans la biographie de son expérience. Et elle ajoute une phrase générale, l'œuvre du génie réalise l'éclosion d'un sujet. Et là, ça a été une espèce d'illumination. Et je me suis aperçue que Julia Kristeva disait, alors bien mieux que moi et en des termes beaucoup plus impactants que mes vagues intuitions, qui émergeaient un peu à peu de cette analyse patiente de mes 4 œuvres, c'était exactement ce vers quoi je voulais converger, en fait. C'est-à-dire montrer que cette œuvre, malgré tout, elle était enracinée dans la biographie de l'expérience de l'auteur, en fait, de Rosa Montero. Voilà un petit peu quel a été mon itinéraire, on va dire, intellectuel dans ce travail doctoral et ce que j'ai essayé de démontrer. Je voudrais revenir sur quelque chose que tu as évoqué à 2 reprises. Tu as parlé au début notamment de personnages féminins. Alors, qu'est-ce qu'un personnage féminin de ton point de vue et comment, de manière plus précise, ça s'élabore dans l'univers fictionnel de ta narratrice-auteur ? Alors, ça c'est une question difficile. Hein. C'est une question difficile et qui peut être glissante. Mais alors effectivement, j'ai parlé de personnages féminins. Alors, on va dire que la réponse la plus simple, ça serait de te dire, c'est un personnage féminin parce que c'est une femme, tout simplement, d'accord ? Donc, mais pourquoi je me suis intéressée à ces personnages spécifiques, ces personnages-là ? Parce que des personnages féminins, il y en a partout. C'est parce que dans ces œuvres aussi, ce que je voyais à l'œuvre, c'était la construction d'un personnage dans sa féminité. C'est-à-dire comment ce personnage, sans même le dire explicitement, construisait sa dimension féminine dans et par le texte. Alors, est-ce que ça veut dire, bon, c'est à moitié une boutade dans cette question, est-ce que ça veut dire qu'un personnage féminin dont le texte n'aurait pas vocation à construire la féminité serait un personnage tout court alors ? C'est pas une boutade, je pense que c'est ça, c'est exactement ce que je veux dire. Et je suis contente que tu l'aies compris comme ça, parce que c'est ce que j'essaye de dire, c'est que ces personnages-là m'ont paru féminins et m'ont paru intéressants à analyser dans leur féminité parce qu'ils construisaient cette féminité. Et c'est d'ailleurs au travers de cette voie que je me suis engagée dans ce qu'on appelle les études de genre. C'est-à-dire, c'est comme ça que j'y suis arrivée. En fait, j'y suis arrivée de façon presque, on va dire, naturelle et mécanique, et non pas par
comment dire, décision politique, hein, ça pouvait être ça à l'époque, mais ou par engagement féministe, ce qui pouvait être aussi le cas, hein. Mais c'était cette idée effectivement que j'avais dans le texte des personnages qui se construisaient en tant que femmes. Et alors, est-ce que, puisque tu travailles sur les questions de genre, littérature, est-ce que tu as le pendant, est-ce que tu as un personnage masculin, c'est-à-dire dont le texte construirait la masculinité, Ah, la virilité ou... écoute, il faudrait que je cherche. Il faudrait que je cherche, mais On peut laisser la question en suspens, hein. on laissera la question en suspens. Mais bien sûr, la construction du masculin, le souci que j'ai avec les personnages masculins, c'est que bien très souvent, en tout cas dans les textes de cette période, il ne se pose pas la question. Le masculin va de soi, en fait. Il ne se pose pas la question du masculin. Mais le pendant, comme tu le fais très justement remarquer, de cette étude de la construction du féminin chez ces personnages, a pour corrélat la construction du masculin. Je n'y ai pas véritablement travaillé, mais je pense que là, c'est un, comment dire, c'est un aspect. Moi, je pense que là, il va falloir que je reprenne, en fait. Donc là, voilà, c'est un aspect qu'il faut analyser. Euh, et là, ça me semble terriblement intéressant, en fait. Voilà une idée de journée d'études ou de colloque en perspective. Alors, mais quand on regarde, donc entre je suppose que tu diras, le terme ne te convient pas, mais ces autofictions qui sont déployées dans le réalisme ou dans des formes science-fictionnelles ou depuis une petite fille, ça construit quel type de féminité? Et là, j'imagine que tu vas vouloir que je le mette au pluriel. Oui, alors, bon, voilà, tu me l'as enlevé de la bouche. Quel type de féminité? Euh, alors, justement, oui, je préfère le mettre au pluriel. Euh, et alors, là aussi, je dirais que l'idée dans ces textes-là et dans tous les textes que j'ai étudiés par la suite, c'est que justement, euh, on sort d'une définition qui serait définitive, en quelque sorte. On est dans une féminité momentanée qui peut être au fil du texte contredite. On est généralement dans la construction de féminités qui sont résistantes parce qu'elles ne sont pas figées, justement. Et c'est ce mouvement perpétuel que j'ai vu en particulier dans le texte qui s'intitule Temblor, en particulier, comme le parachèvement, hein, de cette féminité indéfinie, hein, qui est toujours un petit peu, comment dire, aux embouchures du dire. C'est un petit peu ça, c'est une expression que j'utilisais souvent. Qui est au bord de la définition, mais qui échappe toujours, hein. Donc, on échappe toujours à la définition définitive, en quelque sorte. Et je pense qu'il y avait notamment dans les textes, il y a toujours dans les textes de Rosa Montero, la volonté de sortir de l'assignation, d'accord, de ce qu'on appelle, de ce qu'on a appelé en suivant les stéréotypes de genre, mais effectivement, cette volonté de sortir de l'assignation et donc de ne pas s'assigner à elle-même une identité. Donc on est toujours dans l'échappatoire, en fait, dans ces textes-là. Et c'est ce qui m'a paru intéressant. On est toujours dans le mouvement vers autre chose. Donc de personnages qui sont éternellement mécontents, en quelque sorte, et toujours en déploiement, en mouvement, en cheminement, d'accord, vers quelque chose qui est à construire toujours.
Et est-ce que l'auteure elle-même, est-ce qu'elle fait partie de ces auteurs femmes, ou auteures, qui, telle, je pense à la mexicaine Poniatowska, se veut absolument pas être étiquetée comme écrivain femme ou féminine ou tout ce que tu veux, et qui disent l'écriture n'a pas de sexe, de genre, seuls les auteurs en ont. Donc, elle, quel type de positionnement elle est à l'égard en tant que sa figure d'auteur? Est-ce qu'elle est auteur point ou est-ce qu'elle est auteur féminin? Rosa Montero, elle est auteure féministe. Elle est auteure clairement féministe, voilà. Et ça, de ce point de vue-là, c'est une personnalité. J'ai eu l'occasion de la rencontrer après ma soutenance de thèse, et elle est très entière là-dessus. Et effectivement, elle a échappé un petit peu à ce mouvement de retrait, de repli ou de protection qui, de façon assez majoritaire, jusque, je pense, dans les années 2010, a consisté à dire, mais effectivement, à partir du moment où on entre en littérature, comment dire, il n'y a plus d'auteur, il n'y a plus d'autrice, il n'y a plus que la littérature. Et elle a totalement échappé à ce discours, d'abord, je pense, de par son positionnement clairement féministe, hein, et puis aussi la revendication que, oui, la littérature, en quelque sorte, en tous les cas l'entrée en littérature, le positionnement des femmes dans cette institution qu'est la littérature, et c'est pour ça que je parlais un petit peu de cette problématique liée à la littérature canonique. Eh bien oui, de ce point de vue-là, la littérature, les auteurs ont un sexe. Les auteurs ne sont pas des anges. Et alors, et alors dernière question sur ce sujet passionnant. Oui. Je sais que tu te tiens très au courant des différentes, l'évolution, deuxième vague, troisième vague, éventuellement quatrième vague du féminisme et de ce qu'on peut en tirer pour l'analyse textuelle. Alors, quand tu regardes les plus actuelles de ces théoriciennes et que tu regardes l'œuvre littéraire de Rosa Montero, est-ce que tu te dis que c'est une femme qu'on inscrit dans son temps, ou est-ce que tu te dis, ah bah finalement, elle passe le cap et elle a toujours des choses à dire aux jeunes générations? Clairement, pour moi, elle passe le cap. Elle passe le cap. J'ai continué à lire ses œuvres. Il y a toujours des textes d'une très belle qualité littéraire, justement, j'y reviens, hein, et d'une grande maturité. Donc, oui, Rosa Montero reste parmi nous. Reste parmi nous, elle nous parle toujours. Donc, elle ne paye pas trop son âge. Non. Alors, mis à part ton directeur de thèse, est-ce qu'il y a des gens qui ont joué un rôle important, que ce soit intellectuel, affectif, amical, et dont tu aimerais parler aujourd'hui? Alors, tu veux dire par rapport à ma thèse ou... Oui, oui, par rapport à ta thèse, oui, absolument. Par rapport à ma thèse. En fait, moi, je crois pouvoir dire que j'étais tout le temps très, très chanceuse. Je veux dire par là que j'ai eu la chance d'avoir un discours ponctué de belles personnes, je les appelle de belles personnes, c'est-à-dire bienveillantes, exigeantes et incitatrices. Ce que j'essaye d'être aussi avec mes étudiantes et mes étudiants. Je ne sais pas si j'y arrive toujours, mais en tous les cas, voilà, ce sont trois paramètres que j'apprécie beaucoup. Donc ces personnes, elles se reconnaîtront, je pense, si elles m'écoutent. Mais alors, par rapport à la thèse, alors là, si je me reprojette, on va dire, quelques années avant mon entrée en thèse, si je puis dire, je dirais qu'il y a deux personnes qui m'ont marqué, qui me marquent encore. Il y a d'abord un professeur, ce sont deux professeurs, ce n'est pas très surprenant. Donc, un professeur, c'était Henri Larose,
qui était professeur en classe préparatoire, qui a été mon professeur d'espagnol en classe préparatoire, et qui, bon, je dois dire, m'a initiée à la culture hispanique, juste après le baccalauréat, avec des cours absolument passionnés aussi, et puis une exigence absolue pour la clarté de la rédaction, de ma rédaction. Il a fait maigrir mon style, beaucoup. J'arrivais, comment dire, avec toute la naïveté qu'on peut avoir quand on arrive dans l'enseignement supérieur, donc avec des phrases, avec beaucoup de jolis mots, beaucoup de mots, en quelque sorte, beaucoup trop de mots. Et il m'a aidé à travailler pour faire maigrir tout ça. Et puis surtout, Henri Larose, il m'a appris à lire la littérature espagnole et à dire ma lecture de façon argumentée, mais toujours personnelle. Donc ça a été mon premier point de contact, en quelque sorte, avec la culture espagnole et la littérature espagnole. Et puis après, il y a je pense, une deuxième personnalité un peu tutélaire. C'était Maurice Mollo, qui lui a encadré ma maîtrise, La Dama Duende, La hija del aire, puisque je m'étais présentée à lui en disant que je voulais étudier le théâtre de Calderón, et donc qui m'a regardée de façon très très ironique en me disant mais mademoiselle, il va falloir choisir entre toutes ces œuvres, chose qu'il m'a aidé à faire. Et bien justement, voilà, ça a été vraiment une initiation à la recherche, c'est-à-dire qu'il m'a aidé d'abord à circonscrire mon objet, à le définir en tant que sujet et à traiter justement ce sujet au travers d'une démarche motivée en quelque sorte par l'honnêteté intellectuelle et la curiosité. Je crois que ça, c'est une chose qui m'a apprise. Voilà, l'honnêteté intellectuelle et la curiosité. Je crois que ce sont deux atouts qu'il faut garder en tête quand on rédige une thèse. Il me disait d'ailleurs très souvent de n'utiliser les textes de critique littéraire, puisqu'en bonne petite élève, je me sentais obligée de tout lire sur tout et de tout utiliser. Donc de n'utiliser les textes de critique littéraire, seuls les textes dont vous êtes l'ami, me disait-il, vous seront utiles. Et c'était tout à fait vrai, c'est-à-dire c'était la seule façon d'utiliser les textes sans les appliquer comme une grille de lecture sur les textes littéraires, chose qui aurait pu conduire à les occulter finalement. Donc voilà, ça ce sont deux modèles, deux façons de fonctionner qui m'ont permis d'avancer un petit peu dans la voie de l'écriture de la thèse. En dehors de ce que tu as évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la nécessité de remonter le courant pour défendre, imposer ta journaliste auteur, et la nécessité de brider ta façon d'en parler, puisque c'était une auteure R. Un écrivain point. Est-ce que tu as rencontré des difficultés propres au sujet que tu t'étais donné ou des difficultés plus générales, et quelles sont les solutions que tu as trouvées pour les résoudre? Alors, les difficultés. Alors, les difficultés, tu vois, je réfléchis, je me dis que la chose la plus difficile que j'ai eu à faire quand j'ai rédigé la thèse, ça a été très certainement d'écrire des chapitres parfois assez longs, des morceaux assez denses, et de me rendre compte, ou de me rendre à l'évidence, que c'était mauvais, et que ça ne menait à rien, et qu'il fallait se résoudre à jeter ces pages-là. Voilà. Et ça, véritablement, c'était un moment difficile pour moi à chaque fois, puisque je me disais, mais non, c'est pas possible, je ne peux pas avoir passé autant de temps à finalement ne rien produire, sans me rendre compte d'ailleurs
que ça faisait partie du travail, que ça faisait partie de mon travail et que ça me permettait d'avancer. Bon, c'est toujours cette fameuse question de l'échec est formateur. Il faudra bien qu'on finisse par le reconnaître dans notre université. Voilà, échouer, ce sont ces échecs qui m'ont permis effectivement d'arriver à commettre un texte qui se tienne. Mais il a fallu que donc paradoxalement, si tu veux, pour moi, le fait de passer à l'écriture n'était pas si difficile que ça. Mais le fait d'écrire correctement, d'écrire de bonnes pages, était parfois difficile. Et donc oui, la principale difficulté, ça a été de se résoudre à jeter mes pages. Et heureusement que pour cela, j'étais dûment encadrée en quelque sorte, et que là, on me disait, non, c'est pas ce que vous voulez dire, en fait. Vous perdez le fil. C'est ça, en fait, la difficulté, les mauvaises pages, c'est qu'on perd ce fil rouge dont je parlais, on le perd et on se fait plaisir, mais ce sont parfois des pages bien écrites, mais ce ne sont pas de bonnes pages. Et alors, toutes ces pages-là en question, tu les as envoyées à la déchetterie pour destruction définitive, ou est-ce que tu les as mis au compost pour plus tard, quand tu serais plus à la hauteur pour en faire quelque chose? Non, à l'époque, je n'avais pas de compost, donc je ne pouvais pas faire ça. Mais non, comment dire, non, j'ai commis la bêtise de les jeter, en fait. Donc pour moi, voilà, elles étaient nulles et non avenues et c'était terminé, je ne voulais plus les voir. Mais je pense que j'ai gardé certains morceaux en tête, en fait. Je me suis dit quand même, il faudra que j'y revienne. Voilà. Mais les pages en elles-mêmes, elles étaient tellement inscrites dans une dynamique que finalement, elles n'étaient pas réutilisables. En fait, elles n'étaient utiles pour rien. Voilà, c'est une épreuve d'humilité, en fait. C'est ça. C'est que au bout d'un moment, non, tout ce qu'on écrit n'est pas recevable. Bon, alors, après avoir fait tout ce travail, arrive la soutenance. Est-ce que tu peux commencer par nous dire qui étaient les professeurs qui composaient ton jury? Alors, les professeurs étaient le professeur Claude Allègre, Bernard Barrère, Maria Graciette Bess, Christian Bois et Christian Monceau, qui était donc mon directeur de thèse. Et voilà. Quel souvenir est-ce que tu gardes de cette journée? Alors, la journée, c'était d'abord, au tout début, une angoisse extrêmement forte. C'est-à-dire ce moment où, comment dire, tout tombe autour de toi. C'est la fin de tes certitudes, puisque évidemment, quand tu as terminé la thèse, que tu l'as relue, que tu l'as corrigée, qu'arrive ce moment de l'impression de la thèse, la reliure de la thèse, elle est constituée en tant qu'ouvrage. C'est quelque chose qui te conforte, qui te réconforte énormément. Et puis arrive le moment, la mise à l'épreuve, c'est-à-dire que ta thèse, tu l'as donnée à lire à des experts, et pas les moindres. Et là, donc, une angoisse terrible, la fin des certitudes face à des figures que je considérais comme absolument redoutables. Ça a été, on va dire, le premier moment. Mais la soutenance en elle-même, je crois que littéralement, elle a été finalement un moment agréable. Ça a été une très longue soutenance, ça je m'en souviens très bien. Je n'ai pas vu le temps passer, je pense que les amis, le public, la famille qui étaient là dans la salle, ils étaient très nombreux, je me souviens, on a dû peut-être un peu plus s'ennuyer, parce que tous n'étaient pas spécialistes de la question, mais moi je n'ai pas vu le temps passer, ça je le dis, et de ce côté-là c'est un très très bon souvenir, parce que j'ai senti voilà, c'est ce que je te disais, une espèce de bienveillance en fait, critique, mais constructive en fait. Et je dirais même que comment dire, des liens d'ailleurs se sont tissés avec des membres du jury, après bien sûr, où j'ai pu par exemple continuer à travailler avec Maria Graciette Bess et faire des colloques ou autres, voilà. Donc voilà, ça a été quelque chose, je dois dire qu'en fait la thèse
le moment de la soutenance, en quelque sorte, c'était un moment où finalement j'ai réalisé, j'ai compris que quelque chose commençait. Quelque chose de nouveau commençait. Voilà, c'est ce souvenir que je garde. C'était le moment de la soutenance, je veux dire. Quand j'ai terminé voilà, je me suis dit, c'est terminé, la thèse, c'est fait. Mais la soutenance, il y a eu ces instants d'échange où tu te dis, quelque chose commence. De fait, ça s'est avéré vrai. J'ai commencé autre chose. Alors, puisque autre chose commençait, en quoi la chercheuse et l'enseignante que tu es aujourd'hui continue d'être influencée par ce commencement? Euh, eh bien, en fait, je dirais que ce travail doctoral, la soutenance, tout cet ensemble m'a orientée vers les études de genre, qui étaient à l'époque encore en France assez émergentes, on va dire, et vers l'idée que, bien sûr, tous les outils méthodologiques qui avaient imprégné mon parcours, qui étaient des outils empruntés à la narratologie, d'accord, grosso modo. Tous ces outils avaient pleinement révélé leur efficacité, m'avaient permis justement de valoriser la cohérence des textes de Rosa Montero, d'autres textes aussi. Mais tous ces outils-là ne me permettaient pas justement d'explorer cette présence de la figure de l'autrice et cette construction des personnages féminins dans et par les textes. Voilà. Et donc là, il y avait des marques du féminin. Il me fallait donc me doter d'outils de lecture, d'outils de réflexion, pour observer de façon plus approfondie comment cette dimension se construisait-elle, comment cette dimension se défaisait-elle, défaire le genre, hein, Judith Butler, bien sûr. Donc là, voilà. Et en ce sens-là, je pourrais dire que je me suis à la fois éloignée de ma thèse, dans mon parcours de chercheuse, mais en même temps, sans ma thèse, rien n'aurait été possible. Et en tant Donc d'une certaine façon, je suis restée fidèle à ce travail, même si j'ai mûri. Et en tant qu'enseignante? En tant qu'enseignante, oui, en tant qu'enseignante, j'ai très rarement travaillé Rosa Montero, paradoxalement, parce que je me suis dit que j'en savais déjà beaucoup sur cette autrice et que j'allais d'une certaine façon un peu étouffer, comment dire, la spontanéité qu'il pourrait y avoir dans les cours de littérature que je menais. Donc, je me suis attachée, alors j'ai travaillé quand même sur des textes de Rosa Montero avec les étudiantes et les étudiants. J'ai travaillé également dans le cadre de mémoire de master, mais pas autant qu'on aurait pu le penser, en fait. Et alors, si la soutenance de thèse a été un commencement, la soutenance de l'habilitation à diriger des recherches a été un prolongement ou un recommencement? Ah. Alors, l'habilitation, ça a été, comment dire. Bon, je vais te faire la réponse de Normande que je ne suis absolument pas. D'ailleurs, c'était un commencement et un recommencement, en fait. Commencement parce que je suis passée à une autre auteure, qui est Clara Janes,
Je suis passée à d'autres textes, sont de textes on va dire, de prose poétique. Mais je suis restée sur cette idée de comment se construit le féminin dans les textes, même si ce n'est pas l'objet explicite de ces textes. Voilà. Et donc, oui, Clara Hannes a été à la fois un commencement et un recommencement. Ça a été vraiment une nouvelle aventure pour moi, mais tout aussi belle que celle que j'ai vécue avec les textes de Rosa Montero. Mais des textes totalement différents. Alors, est-ce que tu fais partie des gens qui ont relu leur thèse ou pas? Oui, je fais partie des gens qui ont fait cet exercice redoutable que de relire la thèse, tout simplement parce que j'ai, publié cette thèse, donc je l'ai retravaillée. Hein, je l'ai retravaillée. Mais enfin, comme je te le disais, j'ai essayé de ne pas ressasser ma thèse. J'ai essayé aussi de passer un petit peu à autre chose, à d'autres textes de Rosa Montero. J'ai continué de travailler sur Rosa Montero et avec elle d'ailleurs aussi. Donc, dans une relation beaucoup moins, de révérence moins grande. Hein. J'étais encore dans le cadre de mon travail doctoral très marquée par ce travail sur le texte avec beaucoup de révérence. Et puis j'ai rencontré Rosa Montero et on a travaillé ensemble dans une logique tout à fait différente. Mais effectivement, j'ai relu ma thèse. En la relisant d'ailleurs, j'ai été confortée dans la possibilité de faire rayonner différemment les textes de Rosa Montero, de les travailler différemment, d'interroger donc le féminin, et comme tu le suggérais, peut-être d'interroger aussi la construction des masculinités aussi. Mais la thèse, une fois publiée, je suis passée à autre chose. Alors, est-ce qu'il faut que j'en déduise que la publication, tu t'es concentré sur ce qui est l'équivalent de ton deuxième mouvement, je ne sais plus comment tu avais appelé ça, et que tu en avais terminé avec la première partie qui justifiait que c'était une œuvre littéraire à part entière, ou malgré tout, ça restait un passage nécessaire? Tu veux dire mes deux grands mouvements, est-ce que je les ai récusés finalement? Non, est-ce que tu as estimé que dans le livre, tu allais te concentrer sur j'allais dire le plateau fuerte, ce qui était l'équivalent de ton deuxième mouvement? Alors je sais pas très bien, et peu importe à quelle partie ça Oui, correspondait. oui, je comprends mieux. D'accord. Écoute, oui, les deux mouvements, je les ai laissés tels que, parce qu'en fait, ces deux mouvements n'étaient pas dissociés. Il me fallait montrer la cohérence de chaque œuvre et donc leur autonomie en quelque sorte, pour ensuite arriver à cette cohérence globale, ce corpus absolument homogène que constituaient ces œuvres. Donc ce double mouvement, en quelque sorte, ce mouvement de balancier, je l'ai gardé. Je l'ai gardé. Alors quels sont les conseils que tu donnes aux jeunes doctorants? Alors, les conseils que je donne aux jeunes doctorants, euh, alors ça serait de passer à l'écriture au plus vite. Passer à l'écriture, c'est toujours un petit peu difficile, un petit peu traumatique aussi, parce qu'il y a un confort, bien sûr, de la recherche, de l'exploration, de la prise de notes, des découvertes, etc., etc. Mais en même temps, passer à l'écriture, ça permet en quelque sorte de fixer la pensée et surtout de mettre à l'épreuve toutes les intuitions que l'on a, de les mettre à l'épreuve d'un passage au réel. Pour moi, l'écriture, c'est le passage au réel, en fait. Est-ce que véritablement, est-ce que ça tient? Toutes ces idées que j'ai échafaudées, toutes ces théories que j'ai reprises,
est-ce que véritablement ça tient à l'épreuve de l'écriture? Et ça, il faut le faire très vite, sous peine de s'exposer à de déceptions, si l'on attend trop longtemps. Puis, je crois que passer à l'écriture, c'est important aussi parce que l'écriture, elle permet aussi de rebondir. C'est-à-dire qu'en écrivant, ou plus exactement, l'écriture, c'est une espèce d'incubateur de réflexion. Ça aide à réfléchir et à réfléchir différemment. On ne réfléchit pas dans le vide. On se dit, tiens, j'ai écrit ça, pourquoi j'ai utilisé ce terme-là? Et est-ce que ça ne pourrait pas m'amener vers autre chose? Et ça, sans le passage à l'écriture, ça me semble très difficile. Donc, il faut travailler et écrire en même temps. Même si, chose qui m'est arrivée, même si il nous arrive de jeter ce qu'on a écrit. Et alors pour finir, est-ce que tu peux nous lire la première phrase de ton introduction et nous en faire un commentaire, s'il te plaît? Alors, la première phrase. Oui. La première phrase, je la cherche. Alors, je lis cette phrase donc. Peut-être en raison des étroites relations qu'elle entretient avec le monde du journalisme, Rosa Montero a souvent eu l'occasion de s'exprimer sur sa production romanesque. Voilà, ma première phrase. Eh bien, toujours ce petit sentiment de, si je fais un petit peu une lecture un petit peu critique et introspective de cette phrase qui ouvre donc, qui ouvre la thèse, mais qui n'a pas, bon, bien sûr, débuté mon travail, puisque je pense comme beaucoup d'entre nous, je n'ai écrit l'introduction qu'à l'issue de mon travail. Il y avait un petit peu cette volonté de, on y revient malgré tout, cette volonté de dire, comment dire, Rosa Montero est journaliste, mais elle est aussi écrivaine. Donc un petit sentiment de culpabilité que l'on retrouve dans cette entrée en matière et qui effectivement me ramène à la question que tu as posée qui était tout à fait justifiée. Est-ce que tu as senti le besoin d'être sur la défensive? Je crois que cette première phrase, elle est un petit peu sur la défensive en fait. Voilà, j'essaye de démontrer en une seule phrase qu'elle est journaliste, mais qu'elle est aussi écrivaine et qu'en plus, c'est ce qu'il y a derrière, elle est critique littéraire puisqu'elle parle de sa propre production romanesque. Donc, une figure d'auteur totalement achevée. Donc, en fait, dans cette petite phrase, j'ai eu certainement beaucoup de mal à écrire. Je ne m'en souviens pas exactement. Je pense qu'il y avait déjà à peu près tout, c'est-à-dire ma volonté de faire de Rosa Montero une autrice, comme on dirait actuellement. De sorte qu'aujourd'hui, tu commencerais en disant, elle est journaliste et a théorisé, a eu un recul méta sur son œuvre, c'est ça? C'est exactement cela. Je te remercie beaucoup, Nadia, pour cet entretien vraiment, vraiment très intéressant. Merci.